Chers amis de l'aide des enseignants, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous aviez choisi de suivre votre émission. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous rappeler, nous sommes là pour vous appeler à la conscience et nous sommes là juste pour vous guider. Voilà pourquoi notre émission s'appelle Boussole du migrant. Boussole du migrant, nous parlons, mais vous ne nous écoutez pas. On s'époumonne pour vous alerter, on s'époumonne pour vous donner des consignes et des conseils. Mais vous semblez croire que nous sommes en train de blaguer. Vous semblez croire que nous sommes en train de faire du jeu. Vous croyez que nous sommes en train de jouer au football ou de jouer aux dames pour vous donner les informations. Nous vous disons que la situation est grave et c'est vraiment gravissime. Nous revenons encore aujourd'hui, chers amis des enseignants, pour vous parler encore des arrestations dans les aéroports américains. C'est un piège migratoire ou une forme de sécurité. Nous allons parler des arrestations. Aujourd'hui, prendre un avion dans l'aéroport ou descendre dans un aéroport aux États-Unis pour un illégal, ça devient un problème. Nous vous asseyons, nous vous donnons des informations, nous venons vous informer, nous vous rappelons à maintes reprises. Vous ne voulez pas comprendre, mais ce qui vous intéresse, c'est tout simplement quand vous êtes arrêté, vous appelez l'avocat. Quand vous êtes arrêté, on alerte toute la famille, alors qu'il y a une voie facile, une voie obligée, qui s'époumonne sous le soleil brillant des États-Unis, sous le soleil brillant de Dallas. Il vient vous parler. Chers amis, partagez cette émission parce que ça va sauver une personne. Et vous qui n'avez pas de papiers, vous qui avez des work permits, vous qui avez des pétitions ou qui attendent des dossiers au niveau de l'immigration, les émissions que nous faisons, c'est pour vous. Suivez ça et partagez ça. Suivez même 40 fois. Vous allez comprendre la situation. Je risque de m'emballer, mais je ne vais pas m'emballer, mais juste vous rappeler. Et comme je vous rappelle, je vais vous dire que je ne suis pas seul au secours dans cette émission. Je serai toujours avec celui qui a pris la charge de vous parler, celui qui s'époumonne pour vous, celui qui a pris vraiment sacrifié son temps au lieu de rester avec sa famille. Il vient vous rappeler les grandes lignes de l'immigration aux États-Unis. Nous les saluons pour commencer cette émission. Bonjour, Maître Guy. Bonjour, Papa Jules. Maître, nous vous souhaitons la bienvenue au niveau de l'aide des enseignants et nous croyons que nos téléspectateurs vont bien nous comprendre, nos téléspectateurs vont bien vous comprendre. Mais avant qu'on puisse continuer, écoutons d'abord le spot de cette émission et on se retrouve après. Du migrant, c'est chaque vendredi en direct sur la chaîne L'Œil des enseignants et la rediffusion le samedi à 10h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères, pour de bons conseils, suivez l'émission La Boussole du migrant. C'est chaque vendredi en direct sur la chaîne L'Œil des enseignants et la rediffusion le samedi à 10h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères. Salut les frères, salut les sœurs. Boussole du migrant, maître, merci d'avoir accepté encore une fois de plus de venir passer votre temps à alerter, passer votre temps à parler. Aujourd'hui, l'aéroport devient un grand problème. L'aéroport devient... mieux vaut rouler avec une voiture, mieux vaut même prendre l'alcool en cours de route. On va te donner les tickets. Mieux vaut même avoir un accident, on va te donner les tickets. Mais aujourd'hui, aller à l'aéroport pour un sans-papier, ça devient un problème crucial. Voilà pourquoi, maître, nous vous avions invité ici pour essayer un peu de nous expliquer parce que les questions tombent. On observe une recrudescence et une stratégie de plus en plus agressive d'interpellation des personnes en situation irrégulière, notamment pour dépassement de visas au extérieur
directement dans les aéroports américains. Est-ce une nouvelle politique ou une intensification des pratiques déjà existantes? Merci beaucoup pour la question, Papa Jules. Non, c'est une nouvelle pratique. Ça n'existait pas. L'administration Trump a instauré cette nouvelle pratique pour arrêter, pour faire peur à tous les immigrants, illégaux ou légaux. Comme je ne cesse de le répéter dans nos émissions, Trump est contre l'immigration aux États-Unis, qu'elle soit légale ou illégale. Donc, depuis quelques semaines, ils ont instauré l'arrestation des immigrants dans les aéroports. J'ai vécu ça personnellement aujourd'hui même. J'ai eu un client qui m'a appelé de l'aéroport de Dallas. Il a été arrêté. Malheureusement pour lui, il n'a pas suivi mes émissions des dernières semaines. C'est une personne qui est entrée aux États-Unis avec un visa et la personne a fait une demande d'asile et son dossier est en cours. Donc, techniquement, il n'est pas illégal. Donc, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que, bien qu'il ait fait sa demande d'asile, le statut qu'il avait conduit aux États-Unis, qu'il avait lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, est expiré. C'est sur base de cette expiration de statut, de visa, que les agents de ICE sont en train d'arrêter, dans tous les aéroports aux États-Unis, d'arrêter même les demandeurs d'asile. Donc, ils ne sont plus en sécurité. C'est une nouvelle pratique qui n'existait pas sous les autres administrations, malheureusement. Et je reviens encore sur mes recommandations. Tant que vous n'avez pas la green card, ou bon, vous êtes citoyen américain, ne prenez pas l'avion, n'allez pas dans les aéroports. À bon entendeur, salut. Je le répète encore, ne fréquentez pas les aéroports. Si vous devez vous déplacer, aller dans un autre État, louez une voiture, conduisez. Ne prenez pas ce risque. Le risque ne vaut pas la peine. Parce qu'une fois qu'ils vous arrêtent, vous aurez difficile à sortir de leurs griffes. Oui, maître. Sur le plan strictement juridique, comment s'articule légalement cette collaboration entre la Transportation Security Administration, TSA, qui gère la sécurité des aéroports, et l'immigration and Custom Immigration and Custom Enforcement? Ont-ils le droit de cibler les passagers de cette manière avant même l'embarquement? Papa Jules, ils n'ont pas le droit. C'est ça le problème. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégal. TSA a comme rôle simple, vérifier les identités des personnes qui prennent l'avion. Donc, le TSA ne fait pas partie du service d'immigration. Donc, ils n'ont pas le droit de contrôler les statuts des gens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une collaboration qui se fait entre les deux agences, mais c'est une collaboration qui n'est pas basée sur une loi. Et c'est une collaboration qui ne devrait pas. Mais étant donné que les deux agences dépendent du gouvernement, le gouvernement les oblige à collaborer. C'est une obligation. Donc, les ICE, USCIS, c'est-à-dire les services d'immigration, se présentent à TSA et les obligent à donner la liste des personnes qui passent par les aéroports, les oblige à ce qu'ils les appellent lorsqu'ils constatent que une personne n'a pas un statut, lorsque vous vous présentez, surtout lorsque vous avez un passeport étranger. Mais le pire, ce qui arrive maintenant, c'est quoi? Même lorsque vous avez des documents légaux, comme mon client qui a été arrêté aujourd'hui, a présenté son ID du Texas, et qui est valable. Donc, en principe, on n'aurait pas dû l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont jamais l'admettre.
ils font ce qu'on appelle du profiling. C'est-à-dire que vous vous présentez, ils constatent que vous parlez anglais avec un accent, ils se disent que certainement que vous êtes étranger. Alors, ils vont signaler à ICE, aux agents de ICE, qu'il y a une personne qui semble être étranger ou une personne étrangère, et les agents de ICE vont venir à vous et vont vous demander. Eux peuvent vous demander, puisque ce sont des agents de l'immigration, ils peuvent vous demander votre statut, surtout dans les aéroports, alors qu'ils ne pouvaient pas vous le demander à l'extérieur. Mais étant donné que les aéroports constituent une frontière, surtout lorsque c'est un aéroport international comme celui de Dallas, donc c'est une frontière, ICE a le droit et peut se baser sur la loi pour vous demander vos papiers, malheureusement. Mais TSA n'a pas le droit de le faire. Oui, maître, beaucoup de personnes pensent à tort que les aéroports sont des zones neutres ou bénéficient d'une protection relative. Quelle est la réalité juridique des terminaux de voyage aux États-Unis face aux agents fédéraux de l'immigration? Non, je viens de le dire, les aéroports ne sont pas neutres. Les aéroports, étant donné que les aéroports constituent une frontière, parce que vous avez des avions qui viennent directement de l'étranger, vous avez au niveau des aéroports des services d'immigration. Et ces services d'immigration ont le droit de poser des questions et de connaître votre statut. Oui, ils sont habilités par la loi à le faire. Non, les aéroports ne sont pas neutres. Il ne faut pas que les gens pensent cela, ce n'est pas vrai. Donc, ils ont le droit, juridiquement parlant, ils ont le droit. Je parle des services d'immigration, pas de TSA. TSA ne fait pas partie des services d'immigration, ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, ils ne le font pas. Mais c'est la collaboration qui est malheureuse entre TSA et les services d'immigration. Donc, lorsqu'une personne se présente au checkpoint à l'aéroport, la personne présente son ID, son identité, son document soit son passeport, soit sa carte d'identité. En principe, c'est tout ce que TSA pouvait demander et ils le font. Mais seulement, ils vont signaler. Ils agissent comme des traîtres. Là. Ils vont signaler, ils vont informer les agents de ICE que donc voilà, il y a une personne qui semblerait être un étranger. Allez vérifier son statut. Maître, une question me vient en tête et je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'avant, on avait les agents d'immigration au niveau des castes, c'est-à-dire pour les vols internationaux. Mais aujourd'hui, est-ce que les documents qu'on donne aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile dans un État ne sont plus valables pour d'autres États, jusqu'à les faire empêcher de voyager dans d'autres États? Papa Jules, merci beaucoup pour la question. Il y a une clarification que je voudrais apporter ici. En principe, lorsque vous faites une demande d'asile et que votre demande est en analyse, comme ils disent pending, ils sont en train de revoir, vous n'avez pas encore passé l'interview ou vous n'avez pas encore vu un juge, vous n'êtes pas illégal. Mais techniquement, il se base sur le fait que, avant de faire votre demande d'asile, vous avez eu certainement un statut qui, à un moment donné, a expiré. Donc, à un moment donné, ce statut, vous avez été en violation des lois. Alors qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous arrêtent et ils vous accusent d'avoir violé le statut que vous aviez auparavant. Mais comme une demande d'asile n'est pas un statut, donc il y a... on est entre les deux là. Donc, votre statut, admettons que vous soyez entré avec un visa touriste, ou c'est le visa B1 ou B1. Et ce visa vous a permis de rester aux États-Unis pendant 6 mois. Vous êtes sous statut à ce moment-là et vous êtes dans le bon. Mais après 6 mois,
votre statut a expiré. Non, vous êtes en violation à ce moment-là. Et 2 ou 3 mois après, vous faites une demande d'asile. Le fait d'avoir une demande d'asile au niveau des services d'immigration ne vous donne pas un statut. Mais vous n'êtes plus illégal puisque vous êtes connu. Vous avez une demande qui est enregistrée. Et vous avez même un reçu, un accusé de réception. Et allons un peu plus loin. Vous pouvez, en attendant que votre demande soit analysée, vous pouvez obtenir un permis de travail. Et le permis de travail vous permettra d'obtenir une carte pas de résidence, une carte d'identité, ID, ou même un permis de conduire. Tout ça, ce sont des documents obtenus parce que vous avez fait une demande d'asile. La demande d'asile ne vous a pas accordé le statut, mais vous êtes en situation connue par les services d'immigration. Malheureusement, Trump, voici ce qu'il fait, lui et ses services. Ils se disent que, comme ils ne peuvent pas attaquer votre demande d'asile pour le moment, ils s'attaquent au statut que vous aviez avant de faire votre demande d'asile. Le fait que le statut que vous aviez vous a accordé dans le cas d'un visa de tourisme, vous a accordé 6 mois, et que vous avez dépassé ces 6 mois, c'est que vous êtes en violation et ils vous arrêtent pour ça. Une fois que vous êtes arrêté, ils savent que c'est illégal. Mais en attendant, il faut qu'un tribunal fédéral puisse interposer et arrêter cette pratique. Mais ça fait 2 ans que nous avons Trump. Ils essayent des pratiques comme ça qui sont illégales. Ils le savent. Ils savent que c'est illégal. Ils les font quand même. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas un juge fédéral qui a déclaré cette pratique illégale, anticonstitutionnelle, ils le font et ils arrêtent des gens. Et ils ont des centaines de milliers de gens, de personnes en prison aujourd'hui, en détention, à cause de cette pratique. Et une fois que vous êtes en détention, difficile, surtout ici au Texas, d'être libéré sous caution et ils vous déportent. Donc, pour conclure, ils ont des pratiques, ils font des pratiques illégales, complètement illégales. Ils les font quand même, ils violent la loi. Mais en attendant, pendant qu'ils violent la loi, vous vous retrouvez en prison et vous vous retrouvez aussi dans le premier avion en dehors des États-Unis, malheureusement. Bon, est-ce qu'il y a quand même des gens qui peuvent, des illégaux, bien entendu, qui peuvent voyager à partir des aéroports des États-Unis aujourd'hui? Je ne conseille pas. Please, ne voyagez pas, n'allez pas dans les aéroports. Pour le moment, nous avons des cas. Je vous ai donné mon exemple aujourd'hui. J'ai un cas ici à Dallas, à DFW Airport. Donc, ne voyagez pas. Et je pense que dans tous les grands aéroports, à Houston, à New York, à Chicago, tous ces aéroports, c'est ce qui se passe. Ils arrêtent des personnes qui sont illégales. Oui, déjà. Et les personnes qui sont légales, techniquement. N'est-ce pas? Un demandeur d'asile n'est pas illégal, puisqu'il est connu, il a un dossier. Et il est en train d'obtenir un statut légal. Donc, il n'est pas illégal. Malheureusement, Trump le sait. Trump et ses sbires, ils savent cela. Alors, malheureusement, ils arrêtent les gens et ils cherchent à déporter le plus grand maximum. Déjà, avant que les tribunaux fédéraux n'interviennent et les arrêtent. Pas c'est sûr qu'ils vont arrêter et on va les obliger à arrêter cette pratique illégale. C'est sûr. Mais quand les tribunaux, les cours fédéraux prennent beaucoup de temps, malheureusement, et ça peut prendre quelques mois avant que nous ayons un case, comme on dit, qu'un juge fédéral puisse s'interposer et il va le faire, nous ne savons pas quand. Et entre-temps, bon, des innocents se font arrêter. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vraiment demander l'asile ici aux États-Unis aujourd'hui ou demander de se, comment on peut appeler, se faire réfugier ici aux États-Unis? C'est possible? Il y a des cas qu'on peut accepter aujourd'hui?
officiellement, la demande d'asile est toujours permise aux États-Unis. Mais vous devez comprendre une chose. Étant donné que Trump et ses amis sont en guerre ouverte contre la demande d'asile, je ne conseille plus aux gens de faire ce genre de démarche, à moins qu'ils aient des dossiers, comment dire, avec des preuves très, très, très fortes. Aujourd'hui, Trump est en train de bouleverser complètement le système de demande d'asile. Il a chassé, ils ont failli, comme on dit, ils ont chassé, ils ont révoqué tous les juges qui étaient justes, qui étaient faits et qui pratiquaient la justice, qui pouvaient vous écouter lorsque vous faites une demande d'asile, et si une fois que vous présentez des documents et des preuves convaincantes, qui vous accordaient votre asile sans problème. Mais aujourd'hui, il les a mis à la porte, il a engagé des nouveaux, par centaines, des nouveaux juges. Mais ces juges, comme ils dépendent, ils reçoivent leur salaire de Trump, ils obéissent à Trump. Trump leur a dit, renvoyez toutes ces personnes. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez une demande d'asile, c'est devenu très difficile. Je ne voudrais pas décourager les gens. Puisque vous êtes déjà ici, vous devez vous battre. Malgré ce que Trump fait et malgré ces juges qui prennent parti pour le gouvernement. Vous devez vous battre, vous devez présenter vos preuves et après, nous allons prier Dieu. Mais si une personne a la possibilité d'obtenir ces documents, mais je l'ai dit ouvertement sans me cacher, une personne a la possibilité d'obtenir ces documents par le mariage, par exemple. Je conseillerais fortement, si vous devez choisir entre une demande d'asile et un mariage, entre guillemets, un vrai mariage, hein. Je ne suis pas en train de recommander des faux mariages ici. Ça, c'est interdit, je vous déconseille. Ne le faites pas. Mais si vous êtes jeune, ou même pas nécessairement jeune, mais si vous êtes célibataire et que vous vous retrouvez aux États-Unis, même si votre statut expire, disons que votre visa, vous avez dépassé les 6 mois de votre séjour aux États-Unis, quel que soit le temps, ne paniquez pas, fréquentez les églises, tombez amoureux ou amoureuse s'il s'agit d'une dame, trouvez un partenaire, mariez-vous. Par le mariage, vous aurez passé dans la loi. C'est vrai, Trump est en train de rendre ça difficile, mais il n'a pas encore changé la loi et il aura difficile à changer cette loi. Vous aurez vos documents par le mariage, mais entre guillemets, un vrai mariage, pas un faux mariage, un vrai mariage. Et un vrai mariage, si vous êtes célibataire, il y a assez de femmes ou il y a assez d'hommes ici aux États-Unis pour que vous trouviez la bonne paire de chaussures. Oui, maître, mais j'ai encore une question. Ce n'est pas encore arrivé. Comme ils ont les IC coopèrent maintenant avec TSC, est-ce qu'on ne va pas, on ne craint pas que demain, qu'ils puissent descendre dans les entreprises pour chasser les illégaux? Mais, Papa Jules, on dirait que vous êtes en retard. Ils descendent déjà dans les entreprises. Mais ils le font. Vous n'avez pas appris? Comment? Non. Ils font des descentes. Dans beaucoup d'entreprises, ils ont passé des images les années précédentes, même cette année, ils le font. Ils le font déjà, ils vont dans les entreprises. C'est pourquoi il faut être prudent. Non, 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 non. Ils le font déjà et ils vont arrêter. Ils ne chassent pas. Ils arrêtent. Une fois que vous êtes arrêté, ils ne vont plus vous relâcher. Donc, ils le font déjà, ils vont dans les entreprises, ils vont vérifier les documents. Ils le font déjà, ils le font. Ça ne va pas s'arrêter, ça ne fait que s'amplifier, donc nous devons être prudents. Bon, on entend parler d'un croisement des données de plus en plus rapide et automatisé, photographié, fichiers biographiques vérifiés en amont des vols. Jusqu'où cette surveillance technologique dans les aéroports? Malheureusement, les États-Unis deviennent de plus en plus un État policier. Lorsque vous vous présentez à l'aéroport, il y a des caméras partout. Et malheureusement,
ils font de facial recognition. Donc, à partir d'une technologie, des images, de vidéos, ils peuvent identifier la personne que vous êtes. Déjà aujourd'hui, mais ça existe aussi en Europe, vous n'avez même pas besoin de présenter votre passeport. Il suffit que vous présentez devant caméra et puis ils font du facial recognition et ils reconnaissent et votre identité sort. C'est la nouvelle technologie, le monde va vers ça. On ne sait pas arrêter ça malheureusement. Et il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets à propos de ce qu'on appelle le privacy, parce que bon, ils se permettent, rien que par la reconnaissance faciale maintenant, ils pourront se permettre d'avoir toutes vos données. Aujourd'hui, ce sont peut-être les services de l'État qui ont cette technologie, mais demain, ça pourrait être aussi des privés. Alors, il faut faire attention, mais malheureusement, c'est dans ce sens-là que va le monde. C'est difficile. Pour le moment, Trump utilise ça contre les immigrants. C'est pour ça que partout où il y a ce service, qu'il y a ces applications, il ne faut pas y aller. C'est pour ça que nous conseillons à toutes ces personnes qui ont un dossier. Aujourd'hui, ceux qui peuvent encore ne pas se sentir concernés, ce sont ceux qui sont citoyens américains et ceux qui ont la green card, mais c'est une green card où ils n'ont pas commis de crimes, qui n'ont pas de problème avec la justice. Parce que vous pouvez avoir la green card, mais si vous avez commis une félonie, vous avez des crimes, vous aussi, vous êtes une personne à risque, on risque de vous arrêter et de vous déporter. Maître, nombreux de nos amis, nombreux de nos frères et sœurs qui ont le work permit, qui travaillent, qui font beaucoup des heures supplémentaires, jouent beaucoup avec de l'argent, font n'importe quoi comme s'ils étaient vraiment autorisés de rester aux États-Unis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui venir ravir les biens ou les voitures qu'ils achètent parce qu'ils sont des illégaux? En cas d'arrestation, par exemple. En cas d'arrestation, qu'est-ce qui va se passer? Non, Papa Jules, les autorités américaines ne vont pas s'attaquer à vos biens. Ils ne le font pas. Ils vont s'attaquer à votre personne, oui. Vous allez être arrêté. Mais vos biens, ils ne vont pas s'attaquer. Dieu merci. Dieu, vraiment merci. Si vous avez des problèmes avec l'immigration, si vous êtes arrêté, on ne prend pas vos biens. Si vous avez de la famille, bon, vous pouvez disposer vos biens auprès de vos frères et sœurs, mais les services d'immigration, l'État américain ne va pas s'accaparer de vos biens. On ne s'attaque pas aux biens. Vous pouvez avoir même acheté une maison, on vous déporte, mais la maison reste. Hein. Comme vous ne savez pas mettre la maison sous votre dos, donc vous allez laisser la maison, bon, prenez les dispositions. Soit vous vendez la maison, soit vous laissez la maison à un membre de famille. Mais l'État américain ne va pas prendre vos biens. Pas votre maison, pas vos voitures. Papa, si vous me permettez, Papa Jules, je voudrais préciser une chose. J'ai déjà eu à le faire durant nos émissions passées, mais ici je le répète encore, pour ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre. Avoir un permis de travail, comme on dit un work permit, n'est pas un statut. Donc, même si vous avez un permis de travail, soyez inquiets. Ne vous sentez pas à l'aise parce que ce n'est pas un statut. N'importe qui peut obtenir ce document. Il suffit de faire une demande d'asile et vous avez l'autorisation, vous avez la possibilité d'avoir un permis de travail. Ce n'est pas un statut. La preuve, mon client d'aujourd'hui est détenteur d'un permis de travail, mais il est arrêté. Il est arrêté. Donc ce n'est pas un statut. Tant que vous n'avez pas un approval notice, c'est-à-dire un document qui vous octroie l'asile, soit un document venant du juge, une décision du juge, soit un document venant
USCIS, c'est-à-dire le service d'immigration, après que vous ayez passé et réussi à votre interview. Non, vous n'avez pas de statut. Le permis de travail n'est pas un statut. Donc, battez-vous pour obtenir un statut normal. Donc, ne soyez pas rassurés par le fait que vous avez... Parce que j'entends ça souvent, hein, lorsque j'ai des clients qui m'appellent, « Oh, maître, dans le permis de travail, non, ce n'est pas le statut, ça. On vous arrête malgré votre permis de travail. Et on vous déporte malgré votre permis de travail. Donc, il faut vous battre pour passer votre interview. Il faut vous battre pour convaincre un juge afin qu'il vous octroie le statut de demandeur, de bénéficiaire d'asile. Oui, il y a une autre question qui nous vient en tête. Nous savons qu'il y a, malgré cette recrudescence ou ces arrestations intempestives, il y a quand même des interviews, il y a des gens qui ont des rendez-vous d'interview. La question est celle-ci. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pendant l'interview chez un officier? Non, on ne peut pas. Non, ils ne vont pas l'arrêter. Si vous avez un rendez-vous pour votre interview de demande d'asile, vous pouvez y aller sans crainte. Préparez-vous tout simplement. Je crois que c'est lors de l'émission précédente, j'ai annoncé, et vous pouvez suivre les informations, que une nouvelle tactique de la part du gouvernement Trump, ils ont décidé que tous les demandeurs d'asile, je parle ici de demandes d'asile affirmatives, toutes ces personnes qui ont des dossiers incomplets, mal remplis, au lieu d'avoir, ils ne vont plus avoir d'interview, ces personnes, elles seront directement transférées devant un juge. Donc vous avez intérêt, là je m'adresse à tous ceux qui ont des demandes d'asile en cours, qui n'ont pas encore eu d'interview, de revoir leurs demandes, de les compléter. N'attendez pas demain, faites-le aujourd'hui. Parce que si vous ne le faites pas, ne soyez pas surpris que vous receviez une note comme quoi vous devez comparaître devant un juge. Et c'est ça qu'ils font, ce sont les tactiques. Ah, une autre tactique qu'ils font, parce que cette semaine a été vraiment chaude pour moi. J'ai plusieurs de mes clients qui avaient des rendez-vous, qui sont à la cour, qui avaient des rendez-vous, certains pour 2027, d'autres pour 2028. La grande majorité ont vu leur rendez-vous avancer. Au lieu de 2028, ils vont se présenter devant un juge en cette année. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, ils ont engagé des centaines de juges. Donc, ils sont en train de dispatcher toutes ces personnes qui étaient à l'aise, qui se sentaient à l'abri, parce que leur rendez-vous était pour 2028, certains même pour 2029. Malheureusement, ils sont obligés de comparaître en 2026, avant la fin de l'année. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez pas encore eu votre notification, je vais vous demander, surtout si vous n'avez pas d'avocat, vérifiez. Hein, ne dormez pas, vérifiez. Mes clients ont la chance, et ils ne le savaient pas, c'est parce qu'en tant que leur avocat, mon nom est dans le système et j'ai été notifié, j'ai reçu un courrier digital évidemment, j'ai reçu un email comme quoi mes clients avaient des nouveaux juges, avaient été assignés à des nouveaux juges, et tous ces juges ont avancé les audiences de ces clients. Donc, les amis ou les frères qui n'ont pas d'avocat, la seule façon dont vous pouvez être notifié, c'est lorsque vous-même vous vérifiez au niveau de la cour. N'attendez pas, vérifiez, parce que vous serez surpris que vous avez un rendez-vous dans les prochaines semaines, alors que vous dormiez sous vos lauriers parce que vous pensiez que vous verriez le juge en 2028. Or, cette date a été avancée à septembre, octobre 2026. Et si vous ne vous présentez pas, chers amis, c'est automatique. Vous allez avoir un ordre de déportation.
Il ne faut jamais rater les rendez-vous avec un juge. Jamais, jamais. Il faut toujours se présenter, quels que soient les risques. Maître, nous vous suivons très bien. Les rendez-vous avec le juge, j'ai une question. Je vous en prie, Par papa. peur d'être intercepté par les IC, est-ce qu'un client ou un demandeur d'asile peut demander l'interview online? Oui, oui. Vous avez le droit de faire ce qu'on appelle une motion pour Webex, hein, que vous ayez votre audience Webex, c'est online, par vidéo. Ils ont un système qu'ils appellent Webex, dans les systèmes à la cour, et ces audiences se déroulent, c'est comme Zoom, mettons Zoom, les gens vont comprendre. Vous avez le droit de le faire, mais il faut remplir certaines conditions. Il ne suffit pas de faire une demande, il faut pouvoir justifier pour quelles raisons vous voulez avoir une audience par vidéoconférence. Bon, en général, ça dépend des juges. Il y a des juges qui acceptent. Il faut d'abord s'y prendre à temps, au moins 30 jours, faire la demande. Mais je peux dire que je n'ai pas de moyens de transport, je suis malade. Non, là, papa, vous présentez deux raisons. Vous dites que vous n'avez pas moyen de transport et Oui. vous êtes malade. Oui. Mais moyen de transport, ça ne suffit pas. Ils acceptent. Avant, ils acceptaient ce genre de... Surtout, mais lorsque vous habitez dans la même ville, le moyen de transport, c'est-à-dire, ils vont vous dire, écoutez, on vous a donné il y a plusieurs mois, si pas des années, un work permit. Donc, vous travaillez. Ils peuvent facilement vérifier que vous travaillez, n'est-ce pas? Puisque vous avez un social security, donc c'est vérifier que vous travaillez. Donc, lorsque vous travaillez, c'est difficile de argumenter que vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas payer le transport, c'est difficile. Bon, ça, c'est une raison. Mais vous pouvez être malade, c'est vrai. Et si vous êtes réellement malade et que vous pouvez prouver que vous êtes malade, oui, ça c'est une très bonne raison. Mais il faut présenter des documents d'hôpital. Et il faut présenter des documents d'hospitalisation. C'est un peu la difficulté. Si réellement vous êtes malade, c'est que vous avez ces documents-là. Vous les présentez, moi en tant qu'avocat, il n'y a pas de problème, je ferai la motion pour vous, vous me donnez vos documents, je les introduis au niveau de la cour pour vous. Et vous avez beaucoup de chances que ça soit accepté. Mais il faut pouvoir venir avec une bonne raison. Nous sommes à la recherche des raisons, des bonnes raisons qui peuvent être acceptées par la cour. Nous ne pouvons pas créer des fausses raisons. Un avocat ne fait pas ça. Et je ne le ferai pas moi-même. Mais si vous avez une bonne raison, soit vous ou un membre de votre famille est malade, oui, nous pouvons argumenter et présenter cela au juge. Et il y a beaucoup de chances que le juge va accepter. Oui, maître, il y a beaucoup de chances que le juge accepte. Mais est-ce que, par peur, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un, à supposer que vous allez devant le juge et après l'audience, on dit que tu n'as pas raison, tu dois quitter. Les IC peuvent vous prendre directement là-bas ou ils donnent un temps pour quitter? Non, papa Jules, ils peuvent. Nous avons connu des cas où, à la première audience, les agents de ICE étaient juste à la sortie et même parfois à l'intérieur de la cour et ils attendaient d'arrêter les gens. Ils ont fait ça pendant longtemps, surtout l'année passée. Cette tactique, c'est encore une tactique de Trump pour arrêter les gens. Puisque, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes convoqué par un juge, c'est votre première apparition, et la première apparition, nous l'appelons Master Calendar Hearing. Et à cette première apparition, le juge va vous lire les accusations contre vous. Vous avez violé la loi, vous êtes illégal ici, surtout si vous êtes entré sans être admis, sans visa, il va vous lire ça. Et puis le juge va vous demander quelle est votre défense. Vous allez répondre comme défense. Voilà. La raison pour laquelle j'ai violé la loi, c'est parce que je suis aux États-Unis et je viens demander la protection des États-Unis. Je viens faire une demande d'asile et vous donner en une ou deux phrases, vous expliquer que vous avez fui votre pays. Et le juge va accepter. Non, je ne dis pas qu'il accepte
vos explications. Il va enregistrer les explications et puis il va fixer la deuxième audience dans laquelle vous allez expliquer en détail le pourquoi de votre demande d'asile. Alors, que faisait ICE ou que fait ICE dans certains tribunaux? Ils sont là, ils sont présents lors de la première audience. J'ai dit tout à l'heure que le juge va lire votre accusation. L'avocat de ICE, l'avocat du gouvernement, va s'adresser au juge en disant que voilà, nous retirons notre accusation. Parce que le juge, pour pouvoir recevoir officiellement votre demande d'asile, doit d'abord vous lire les accusations et vous poser la question sur la défense et vous dites non, voilà, ma défense, c'est la demande d'asile. Alors, ICE a, depuis l'année passée, a instauré sa nouvelle tactique qui était de retirer l'accusation, de dire au juge non, nous retirons l'accusation. C'est-à-dire quoi? Mais c'est-à-dire que le juge, une fois qu'il retire, c'est que le juge n'a plus d'autorité sur vous. C'est malin ça. C'est illégal, mais c'est malin. Il retire l'accusation. Je n'ai pas compris là, je n'ai pas bien compris. Ok, on va répondre. C'est-à-dire quoi? Tu parles et tu es devant le juge, tu donnes des explications. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est toujours en collaboration avec les juges. Hein. C'est parce que, comme je disais, les juges dépendent du gouvernement. Il y a des juges qui obéissent, qui ont peur. Sinon, ils seront révoqués comme tout employé. Hein. Ce sont des simples employés pour Trump. Il peut le révoquer quand il veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le juge est déjà au courant. Il sait que pour tel candidat, l'avocat va demander de retirer la plainte. Il va de retirer la plainte qui a conduit le demandeur d'asile à la cour. Parce que pour vous présenter à la cour, il y a eu une plainte, n'est-ce pas? Okay. Là, vous me suivez? Oui. Il y a une plainte, c'est-à-dire que c'est un document qu'on appelle, c'est formulaire I-862, qu'on appelle NTA, qui veut dire Notice to Appear. C'est-à-dire que vous devez paraître, c'est un document que on vous donne une copie, oui. Et c'est une accusation, on vous envoie devant le juge, oui. Sur base de cette accusation, de ce document. Mais alors, lorsque le juge reçoit ce document, il va vous lire les accusations. Et vous allez dire yes ou non. C'est-à-dire que je reconnais les faits qui me sont accusés, oui ou non. Alors, okay. Trump, ICE, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent devant le juge, ils ne laissent pas le temps au juge de lire les accusations. Ils disent au juge, ah, telle personne, nous retirons nos accusations. Une fois qu'il retire les accusations, le juge n'a plus de pouvoir sur vous. C'est comme s'il demandait au juge, donnez-nous notre document. Il retire document et voilà. La personne que nous avions amenée, nous allons nous-mêmes nous en occuper de la situation. Exactement. Bon? Vous avez compris. Wow. Vous avez compris. Wow. Donc, on ne vous donne pas le temps de dire au juge, je viens faire la demande d'asile. Parce qu'une fois que vous dites, je viens faire la demande d'asile, vous dépendez maintenant du juge. On ne vous donne pas le temps de faire ça. Mais pour que ça se passe ainsi, il faut que le juge soit au courant et accepte. Parce que le juge peut refuser. Un bon juge peut dire, non. La personne, j'ai convoqué cette personne, la personne est présente devant moi, laissez-moi l'écouter d'abord. Oui, il y a eu des juges qui ont eu le courage de faire ça. De dire aux agents, non. Laissez-moi écouter la personne qui est devant moi d'abord. Une fois qu'on vous donne le temps, et que vous dites que je viens faire ma demande d'asile, tout ça, le juge peut dire, ok, je vous ai entendu, j'enregistre. Et si l'avocat du gouvernement demande quand même de retirer, le juge peut dire, a le droit de dire non. Non, je refuse, il est là, il a fait sa demande d'asile, et je vais l'écouter. Il a le droit. Parce que légalement, vous avez le droit. Si une fois, ici aux États-Unis, la loi dit ceci, lorsqu'une personne se présente et affirme et prétend que cette personne a fui son pays d'origine et que cette personne est persécutée, vous devez l'écouter. Quitte à refuser sa demande, mais vous devez l'écouter. C'est ça la loi. Vous devez écouter cette personne. Alors,
pendant qu'on vous écoute, on vous laisse entrer aux États, dans le pays. On vous donne un permis de travail pendant que on est en train d'étudier votre dossier. C'est en principe comme ça que ça devait se passer. Mais comme Trump est en train de déporter, son objectif est de déporter des millions par million les immigrants, alors il cherche tous les moyens possibles pour casser le système. Et surtout qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. 2 ans sont déjà passés et bientôt il y aura des élections au mois de novembre. Si jamais il perd les élections de novembre et qu'il perd la majorité au Congrès, je suis sûr que beaucoup de choses vont changer. Je suis sûr. Parce que les démocrates, les congrès en général, ne vont pas lui laisser faire tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il est en train de faire jusqu'à présent. Hein. Je doute fort. C'est vrai, je ne dis pas que les choses vont revenir à la situation où elles étaient auparavant. Non, les démocrates ne sont pas non plus ceux qui vont laisser l'immigration porte ouverte comme Biden l'a fait, non. Mais au moins, ils seront justes. Ils ne feront pas de tactiques illégales. Les arrestations à l'aéroport, je ne crois pas qu'il y en aura. Les arrestations au niveau de la cour, je ne crois pas qu'il y en aura avec les démocrates. Les descentes dans les entreprises pour arrêter les illégaux, peut-être, mais pas dans toutes les entreprises. Il n'y aura pas d'arrestation dans les rues, comme il y en a aujourd'hui. Il faut que ces choses s'arrêtent. Hein. Il faut quand même s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut prier et croiser les doigts que les démocrates reviennent au pouvoir. Hein. Oui, maître, nous sommes en train de partir vers la fin, mais il y a quelques questions qui nous restent. Mais je voudrais un peu demander, toujours de façon pragmatique, est-ce que si je me présente, un client ou un demandeur se présentait devant le juge, et pendant qu'on lui demande, présentez-vous, vous c'est qui? Moi c'est monsieur Jules, je suis venu demander l'asile. Je ne peux pas faire directement ça, et comme ça il attend. Oui, vous pouvez faire ça. Mais le problème qu'il y a, ça revient encore au juge. Ça dépend du juge. Il y a des juges qui vont dire, je l'ai entendu, parce que le juge est patron dans sa cour. Il prend toutes les décisions, c'est lui. Il peut appliquer la loi. Il veut dire, oui, j'ai entendu. Et il va dire aux agents de AS, je suis désolé, quittez mon bureau. Oui, quittez la cour, quittez le tribunal. Oui, il a le droit de le faire. Il y en a qui le font. Mais bon, souvent, ils n'oublient pas qu'ils sont payés par Trump. Hein. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont peur de Trump. Vous avez le droit de le faire si vous avez affaire à un bon juge qui n'a pas peur de ICE. Oui, il y en a qui n'ont pas peur. Mais ils deviennent de plus en plus moins nombreux. Il devient de plus en plus rare. Maître, une autre question. On entend parler d'un croisement des données de plus en plus rapide et automatisé. Maintenant, biographie vérifiée en amont, jusqu'où c'est... Ok, non, excusez-moi. Si un voyageur sous le coup d'une précarité administrative est intercepté à la porte d'embarquement ou à l'arrivée d'un vol, quelles sont les conséquences immédiates? Est-on automatiquement placé en centre de rétention en vue d'une expulsion express? Non. Si il n'y a pas d'expulsion express si vous avez, disons qu'à l'aéroport, vous avez l'opportunité de dire que vous êtes venu pour faire une demande d'asile. La loi les oblige à vous entendre. Absolument, c'est ça la loi. Si vous arrivez à l'aéroport, que vous êtes arrêté, si vous venez de l'étranger, vous arrivez à l'aéroport et vous déclarez que vous êtes là pour faire une demande d'asile, on est obligé de vous entendre. C'est la loi, ils doivent vous entendre. C'est vrai, ils ont aussi la possibilité de dire, ok, nous vous avons suivi et vous allez vous présenter devant un juge, mais on ne va pas vous libérer. Ils peuvent faire ça aussi. C'est la loi leur permet ça. Mais au moins, vous avez la possibilité de clarifier et d'exprimer votre demande d'asile devant... Non, la question est surtout pour ceux qui sont déjà aussi aux États-Unis et qui ont déjà déposé leur demande à l'immigration.
Non, lorsqu'ils arrêtent, ils doivent vous faire passer, parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut vous expulser. Si vous avez déjà passé un séjour aux États-Unis, disons que, bon, comme mon pauvre client qui est arrêté, on ne va pas l'expulser directement. Non, ils ne peuvent pas. Il y a une procédure. La procédure est celle de, vous devez apparaître plutôt devant un juge, parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut signer un ordre, une décision d'expulsion. Ça doit être signé par un juge. Vous serez détenu, vous serez retenu. On peut vous détenir pendant 2 ou 3 semaines, jusqu'à ce qu'un juge soit disponible pour vous entendre. Mais on ne peut pas vous expulser directement. Il y a certaines conditions, il y a des exceptions pour lesquelles les ICE a la possibilité, a le droit de déporter une personne sans que cette personne soit vue par un juge, oui. Mais ce sont des exceptions rares et pour la plupart des personnes, surtout les personnes qui sont entrées, qui ont été admises officiellement, qui sont entrées avec un visa, il n'y a qu'un juge. Ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas les expulser. Il y a une procédure express, c'est-à-dire que où vous voyez un juge dans les 10 jours et si une décision négative est prise contre vous, vous êtes expulsé dans les 45 jours, oui. Mais c'est une procédure express qui est là, qui est établie, mais la décision finale appartiendra à un juge. Mais maître, est-ce qu'on peut faire un appel à la décision du juge? Malheureusement, lorsque vous êtes en procédure express, non, vous ne pouvez pas faire appel à la décision des juges est irréversible. Elle n'est pas appellable, non, malheureusement. Ouais. Lorsqu'on est en procédure express. Mais lorsqu'on est en procédure normale, vous êtes à l'extérieur, vous allez voir un juge et le juge prend une décision qui n'est pas favorable, vous avez la possibilité dans les 30 jours de faire appel, oui. Oui, mais une fois que vous êtes en détention, surtout dans les situations où vous êtes en détention mandatory, qui sont obligatoires, oui, là, les appels se font directement. Une fois qu'un juge prend une décision, l'appel se fait dans les 7 jours. Oui, vous avez appel, mais on ne vous libère pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne va pas vous libérer. Parce que tout doit se faire pendant que vous êtes en détention. Mais bon, je dois préciser une chose. On peut prendre une décision de vous déporter, mais il faut avoir la possibilité de déporter aussi. Parce que vous devez avoir des documents. Si vous n'avez pas un passeport, il faut qu'ils fassent des démarches pour qu'ils obtiennent un passeport de votre ambassade. Bon, ça c'est une autre histoire. Et qui vont faire les démarches pour obtenir les IC ou oui. C'est vous-même qui avec votre famille? Non, non, non. Si vous êtes en détention, c'est ICE qui va faire. Ils vont d'abord vous poser la question si vous avez un passeport. Si vous avez un passeport, on va vous demander de contacter votre famille. Vous êtes en détention, contactez votre famille afin que la famille vous apporte le passeport. Et si vous déclarez que non, voilà, vous avez perdu votre passeport, vous ne l'avez plus, ils vont vous demander de contacter votre ambassade. Vous êtes en détention, ils vont contacter l'ambassade pour vous et demander à ce que l'ambassade vous fasse soit un passeport si c'est possible, soit un tenant-lieu de passeport, un document qui vous permette de rentrer chez vous. Nous allons vers la fin, maître. En tant qu'avocat, oui, papa. Quels conseils fondamentaux donneriez-vous à un membre de la communauté congolaise qui se trouve face à un dilemme de voyage? Doit-on purement et simplement proscrire l'avion pour les déplacements intérieurs? Papa Jules, je ne sais pas en quelle langue parler. Hein, en lingala, c'est mieux. Beau voyager, tout dans l'aéroport. Ceux qui vont voyager, beaucoup de la tuka, beaucoup de la tuka nabino. Mais c'est fini, l'avion. Ne prenez pas ce risque, ça ne vaut pas la peine. En moins d'une semaine, j'ai 2 personnes à moi qui sont arrêtées à cause des aéroports. Alors que j'ai donné des conseils. Je leur ai bien dit de ne pas le faire.
bayo quitté, les loba kangi bango, et malheureusement, tout dans la Texas. Texas, pour Nakobima, sous caution, c'est très difficile. Dans d'autres États, nous parvenons à le faire en tant qu'avocat, nous réussissons à le faire. Mais ici au Texas, il y a des conditions, ce qu'on appelle le Fifth Circuit, c'est-à-dire que la cour d'appel, le 5e cour d'appel, parce que le Texas, Oklahoma et Mississippi dépendent du 5e, de la cour d'appel numéro 5, appelons ça comme ça. Et cette cour d'appel, malheureusement, à la différence des autres cours d'appel, Nabaïta Moussousou, ont pris des décisions qui vont toujours vers les positions de Trump. Donc pour eux, surtout ceux qui sont entrés sans visa, Zela Makolo, lorsqu'ils sont arrêtés, c'est difficile qu'ils soient libérés sous caution. En bande, comme on dit. Mais par contre, ceux qui sont entrés avec visa, oui, nous pouvons obtenir leur libération sous caution. Mais est-ce que, maître, est-ce qu'il n'y a pas moyen parfois, il n'y a pas parfois de moyen, si on vous arrête et qu'on nous demande de la famille, cotisez-vous pour, avec un montant pour qu'on ait même la liberté provisoire? La liberté provisoire est, disons, faisable, comme je viens de le dire, de le préciser. Pour ceux qui sont entrés avec visa, oui, au Texas. Hein. Et c'est combien il faut payer? Oh, ça dépend des juges. Je ne saurais pas, ça dépend des juges. Ça peut être aussi, vous ne payez pas. Vous faites qu'il n'y a qu'une garantie d'une personne qui est de bonne moralité, qui va se porter garant de vous. Donc ça dépend des juges. Ou mais bon, il y en a, s'il faut payer, il y a certains juges qui demandent 5 000, 7 500 $. Tout ça, ça dépend des juges. Une autre question, maître. Je suis à l'aéroport, on m'a interpellé ou interrogé par les agents de l'AIC ou de la TSA dans un aéroport. Quels sont ces droits constitutionnels immédiats? Quels mots ou phrases clés doit-elle prononcer ou au contraire éviter pour ne pas aggraver sa situation d'un réfugié ou d'un demandeur d'asile? Ok. Voici mes recommandations. Première chose, ne résistez pas. Si vous êtes arrêté par les agents de ICE, il n'y a aucune raison de résister. Évidemment, ils vous demandent votre nom, vous dites votre nom. Et si vous êtes demandeur d'asile, vous leur dites très bien que vous êtes demandeur d'asile et que vous avez un dossier avec USCIS. Et là, je dois préciser une chose pour ceux qui sont demandeurs d'asile, de demande d'asile affirmative. Si vous avez votre accusé de réception et vous devez vous balader avec votre accusé de réception, au moins c'est un document qui prouve, avant qu'ils ne vous ramènent dans leur bureau, qu'ils fassent la vérification, que vous avez un dossier avec eux. C'est le seul document. Ou bien si vous avez et l'accusé de réception et votre permis de travail. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre permis de travail sans avoir eu au préalable un accusé de réception. Mais vous savez, sachez que ça ne va pas arrêter les agents de ICE. Hein. Si vous tombez sur des agents qui sont bien, ils vont vous libérer. J'ai déjà eu des cas comme ça, des clients moi qui m'ont appelé même. Et j'avais la copie de leurs documents, je leur ai envoyé sur WhatsApp et ils ont été libérés. Ils ont montré ça aux agents qui les avaient arrêtés, ils ont été libérés. Dieu merci. Alors, ne vous déplacez jamais sans vos documents de l'immigration. Et même si, malgré les documents, vous leur montrez, ils vous embarquent quand même, ils vous conduisent, restez tranquille, dites-leur que vous êtes un demandeur d'asile, demandez-leur d'appeler, la possibilité d'appeler votre avocat et appelez-nous. Bon, vous avez mon numéro qui apparaît, appelez-moi, si vous avez d'autres avocats, appelez-les. Il faut que nous soyons informés, que nous sachions que vous avez été arrêté. Ce n'est pas que nous pouvons vous libérer sur le champ ou vous faire libérer sur le champ, mais au moins nous pouvons commencer les démarches et nous pouvons vous localiser, savoir exactement où vous avez été conduit, vous mettre en contact avec votre famille et déjà préparer votre défense. Ne signez aucun document, parce que c'est facile pour eux, ils le font, ils l'ont fait à certaines personnes. Ils vont vous raconter des bobards, on va vous faire signer des documents,
alors que vous ne savez pas ce que vous signez, mais vous signez des documents comme quoi vous acceptez d'être déporté. Et puisque vous avez signé, ils vont prétendre que vous avez lu et que vous avez signé. Ne faites pas, ne signez aucun document. Ils vont pas, on va jamais porter la main sur vous, à la différence d'autres pays du tiers-monde, on va pas vous frapper. Donc, on va faire pression sur vous, c'est vrai. Ils vont insister, ils peuvent même crier sur vous. Mais restez calme, dites-leur et répétez s'il le faut comme un perroquet. Vous n'allez signer aucun document, vous voulez parler à votre avocat et que vous avez fait une demande d'asile. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que vous avez une demande d'asile. Si vous rentrez chez vous, on va vous tuer. Puisque c'est la vérité. Si vous avez fait une demande d'asile, c'est parce que vous craignez pour votre vie dans votre pays. Donc dites-leur la vérité. Vous craignez d'être tué si vous rentrez dans votre pays. Donc ce n'est pas un mensonge. Oui, maître, mais la question c'est encore, vous n'allez pas rentrer. Mais écoutez, mais si on vous brutalise là, et on vous demande de partir, quasi vous devez quand même aller sans, il faut accepter. Bon, et aussi, et surtout, vous aviez dit que nous n'allons pas nous brutaliser, il faut toujours être gentil, coopérer avec eux. Vous dites que je ne peux pas parler en attendant mon avocat, mais tu n'as pas un avocat, qu'est-ce qu'on fait? Non, si vous n'avez pas un avocat, si au moins vous avez un numéro, prenez mon numéro, appelez. Ce n'est pas nécessaire que vous ayez déjà un contrat avec un avocat. Mais au moins ayez le numéro de téléphone d'un avocat. Par exemple, le mien, je reçois des coups de fil de personnes qui ne sont même pas des personnes qui ne sont pas mes clientes. Donc je les accepte. Donc, mais appelez, ayez au moins le numéro de téléphone d'un avocat. Ils ne vont pas vous le fournir. Mais si vous leur dites que vous avez un numéro, vous voulez appeler un avocat, ils ne vont pas vous demander si vous avez déjà un contrat et si c'est un avocat un ancien avocat. Non. Du moment que vous leur dites que vous voulez parler à un avocat, que vous avez son nom et son numéro, ils vont vous laisser. C'est la loi. Ils vont obéir. Ils peuvent faire des chichis pendant certaines heures, même vous retenir des heures, mais ils finiront. Parce qu'ils savent que ils vont violer la loi s'ils ne vous permettent pas de parler à un avocat. Mais cet avocat-là, je n'en ai pas. Il vous dit, par exemple, bon, appelle ton avocat. Tu essaies d'appeler en mascarade, tout ça, il n'est pas là. Combien de temps on va te laisser jusqu'à ce que tu aies un avocat pour parler pour toi? Non, lorsqu'on dit que vous pouvez parler à un avocat, mais eux, la procédure continue, hein. Ils ne vont pas vous garder comme... Alors, prenons le scénario, vous êtes arrêté au bureau de ICE, vous êtes là, vous leur dites que vous voulez parler à un avocat, ils vont vous donner la possibilité d'appeler un avocat. Vous formez le numéro, mais l'avocat ne répond pas. Bah, ils ne vont pas attendre, ils vont vous booker, hein. Mais vous avez toujours la possibilité, même lorsque vous allez en détention. Oui, je parlais tout à l'heure, vous êtes arrêté, vous êtes dans un bureau, maintenant, vous ne pouvez pas passer la nuit au bureau, donc il faut qu'ils vous envoient dans des facilities ou des endroits où les immigrants ou les personnes en situation difficile sont logées. Mais dès que vous arrivez là-bas, le temps qu'on prenne vos empreintes, qu'on vous enregistre, qu'on vous mette dans une cellule, continuez à répéter que vous voulez parler à un avocat. Si c'est tard, ils vont peut-être vous dire, non, voilà, l'heure est dépassée, on ne peut pas vous laisser parler à un avocat à 21h, comme ça c'est tard, vous le ferez demain matin. Oui, sûr et certain. Je n'ai pas encore eu je connais pas de cas, personnellement, je n'ai pas encore eu de cas où on n'a pas permis à l'un de mes clients de m'atteindre. Et même, je ne connais pas de cas des collègues. Ils vont faire des chichis, mais ils finissent. Pas c'est la loi. Vous avez droit à un avocat ici. Ils vont le faire. Seulement, ne résistez pas, ne signez aucun document, c'est votre droit. Ne signez aucun document. Dites-leur que vous avez fait une demande d'asile. Ça, c'est important. Parce que si vous ne dites pas, parce que ce qui vous permet de rester aux États-Unis, c'est le fait que vous faites une demande d'asile. Parce que si vous ne déclarez pas que vous faites une demande d'asile, ils vont vous renvoyer. Hein? Ils vont vous renvoyer. Vous devez affirmativement déclarer que vous faites une demande d'asile. Que vous êtes là parce que vous voulez faire une demande d'asile. Vous devez le déclarer.
Et répétez ça. Même s'ils font semblant, comme s'ils n'ont pas entendu, mais répétez. Ils finiront par vous mettre en présence d'abord un officier qui va vous écouter, qui peut même vous faire passer une interview. On fait passer des interviews au niveau de détention aussi. C'est pas dans tous les detention centers, mais voilà, dans certains, oui. Oui, maître, oui. Une autre question. Quand on arrête, est-ce qu'on laisse le demandeur ou l'arrêté avec son téléphone? C'est-à-dire, vous êtes arrêté, on vous met dans la détention. Est-ce que vous pouvez garder votre téléphone pour communiquer avec les autres à l'extérieur, ou tout simplement, ils vous donnent un temps. Et si vous ne connaissez même pas les numéros, pour quel numéro vous allez appeler, qu'est-ce qui va se passer? La question, c'est d'abord de savoir, est-ce qu'on peut vous laisser avec votre propre téléphone jusqu'à ce qu'on puisse faire le processus? Non, malheureusement. C'est ça la... Non, ils vous prennent votre téléphone. Non, on ne vous laisse pas avec votre téléphone. Malheureusement. C'est la première chose, c'est la première chose qu'ils font. Hein. Une fois que vous êtes arrêté, ils vont vous demander de vider vos poches, de leur donner tout ce que vous avez. Et avant, ça n'existait pas. C'est pour ça, quand même, avec les téléphones, je conseille aux gens d'être très prudents comme information qu'ils ont dans leur téléphone. Que font les agents de ICE? C'est arrivé même à mon client aujourd'hui, parce qu'il me l'a dit au téléphone. Là. Dès qu'il a été arrêté, on a pris son téléphone. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils prennent votre téléphone comme ça, ils vont copier toutes les informations qu'ils ont dans votre téléphone. C'est pourquoi il faut être prudent avec le téléphone. Et il faut souhaiter qu'il n'y ait pas des informations contre vous, des informations de fraude, disons des informations négatives. Il faut faire attention. Mais c'est interdit, mais ils ont trouvé quand même des lois qui leur permettent de valider ou de justifier la saisie des téléphones et le fait qu'ils copient vos informations. Malheureusement, ils le font. Surtout dans les aéroports. Ils ne devraient pas le faire, mais ils le font. Donc, vous devez être prudent. C'est encore une action illégale de leur part. Mais est-ce que les informations là passées, la plupart de nos frères, même de nos sœurs, aiment mettre dans leur téléphone les photos abusées, les photos pornographiques et consorts. Est-ce que ça peut aussi être une cause de déportation ou comment? Non, les photos pornographiques, non. Mais les photos pornographiques des mineurs, oui. Ça, ce sont des crimes incroyables. Vous allez faire la prison ici. Hein. Il ne faut pas avoir ça dans vos téléphones. Les mineurs, n'ayez pas de photos pornographiques qui concernent des mineurs. N'ayez pas ça. Parce que même si des amis ou des connaissances vous envoient des photos, la seule possession de ce type de photos vous rend coupable. On va vous punir, pas parce que vous êtes pédophile, non, c'est parce que vous êtes en possession des documents ou des photos ou des vidéos pornographiques qui concernent des enfants mineurs. La seule possession, le simple fait d'avoir ça sur vous, c'est un crime. Donc ne faites pas ça. Mais qu'il y ait des vidéos pornographiques des adultes, non, il n'y a pas de problème. Ok. Maître, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche et je ne sais pas s'il y a encore un autre conseil que vous vouliez donner à nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs et à tous nos abonnés, si vous avez encore un autre conseil, parce que la télévision, c'est le temps. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez la parole. Papa Jules, ma grande recommandation d'aujourd'hui, c'est n'allez plus dans les aéroports tous ceux qui ne sont pas citoyens, qui ne sont pas citoyens américains ou qui n'ont pas la green card. Et même ceux qui ont la green card, si vous savez que vous avez eu à commettre des crimes
ou vous avez des problèmes avec la justice, n'allez pas, ne voyagez pas. L'administration Trump et ses amis sont en guerre ouverte contre les immigrés, légaux comme illégaux. Donc ne prenez pas ce risque-là. Vous êtes demandeur d'asile, vous n'avez pas encore connu, vous n'êtes pas encore présenté devant un officier pour votre interview. Vous êtes demandeur d'asile, vous n'avez pas encore comparu devant un juge. Votre dossier est connu. Mais soyez concernés parce que même dans ce cas-là, vous courez le risque d'être arrêté si vous allez dans les aéroports. Ne voyagez pas par avion. Si vous devez vous déplacer, aller dans un autre État ou bien dans une autre ville, prenez la voiture. Tant que vous n'avez pas réglé, vous n'avez pas terminé votre procédure de régularisation des documents, ne prenez pas ce risque, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'une fois que vous êtes arrêté, ça sera très difficile de retrouver la liberté. Trump veut arrêter, il arrête. Vous le savez. Pourquoi prendre ce risque, mes frères? Ne le faites pas. Ça, c'est ma première recommandation. Ma deuxième, pour ceux qui sont demandeurs d'asile, allez le plus tôt possible compléter vos dossiers. Complétez vos dossiers. Vous avez fait une demande d'asile, vous avez rempli le formulaire I-589. Certains l'ont fait il y a plusieurs années. Vous ne savez même pas ce que vous avez écrit là, à ce moment-là. Réactualisez ce formulaire-là. Donnez des détails. Justifiez pourquoi vous avez quitté votre pays, de quoi avez-vous peur. Donnez les détails de vos persécutions. Faites-le, n'attendez pas. Sinon, pour ceux qui ont fait la demande d'asile affirmative, vous serez envoyé devant un juge sans avoir la possibilité d'avoir une interview. Ne le faites pas. Pour ceux qui ont déjà la green card, si vous avez des felonies, faites attention. Ils sont à la recherche des gens qui ont la green card, qui ont des felonies, parce qu'ils vont vous révoquer. Ils vont révoquer votre statut et ils vont vous arrêter. Ne le faites pas. Et pour ceux qui sont citoyens, ou parlons de ceux qui sont candidats citoyens, cette recommandation s'adresse à tous ceux qui vont dealer avec les services d'immigration. Consultez un avocat. C'est fini l'époque où vous pouviez remplir vous-même vos documents, vous confronter et vous dealiez avec les services d'immigration. Ils sont devenus tellement méchants. Ils cherchent la petite bête partout dans toutes vos applications. Donc, la seule garantie que vous pouvez avoir, c'est avoir une application, une demande qui a été faite par un avocat, parce que nous connaissons la loi, nous savons éviter les petits pièges, parce qu'il y en a. Si vous pensez que vous pouvez le faire, bonne chance, mais j'ai doute fort. Tellement que j'ai vu ceux qui croyaient bien connaître les services d'immigration se faire avoir et même pas rendre malheureux d'autres. Ils ont rendu de mauvais services à d'autres Congolais ou d'autres candidats immigrants. Alors je conseille à toute personne qui va dealer avec les services d'immigration de consulter un avocat. Venez vers nous, c'est notre travail, c'est notre boulot, nous sommes là pour. Dieu merci, il y a beaucoup d'avocats. Il y a des avocats congolais, africains, nigérians. Dieu merci. Allez vers eux, ils vont vous aider. Ils sont là pour ça. Merci maître. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir dans notre studio. Et chers amis des enseignants, vous qui c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous pour avoir des précisions. Ne dites pas aujourd'hui que moi je suis encore chez nous, je ne sais pas, je ne serai pas là-bas, je ne peux pas suivre cette émission. Informez-vous. Peut-être votre vision, peut-être la manière que vous allez suivre cette émission pourra sauver quelqu'un, mais ne gardez pas ces informations pour vous. Partagez ces informations
Et à tous ceux qui ont des papiers, des work permits, s'il vous plaît, suivez les conseils qu'on vous donne. Ne dites pas seulement aux États-Unis c'est toujours comme ça et ça soit que ça sera comme vous racontez, mon frère, on m'a raté là-bas. Si on t'a raté une fois, on va encore t'apprendre, t'intercepter une autre fois. Donc, on ne gagne pas l'État, mais on fuit l'État. Donc, si nous allons terminer, mais avant de terminer, nous passons par notre spot et on se revoit le vendredi prochain à la même heure et la rediffusion de cette émission sera demain à 10h. Merci chez vous et bon week-end. Merci. Bon conseil, suivez l'émission La Boussole du Migrant. C'est chaque vendredi en direct sur la chaîne L'Œil des enseignants et la rediffusion le samedi à 10h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères.